Mon ex-femme m'a trompé et est partie quand mon fils avait 9 ans. Je l'ai élevé seul. À son mariage, elle était assise à la table d'honneur. Mon nom ne figurait sur aucun plan de table. Je suis resté dehors et, par la fenêtre, je l'ai regardé faire un discours. Il m'a envoyé un SMS 3 semaines plus tard, tu n'as même pas dit au revoir. Je m'appelle Laurent. J'ai 47 ans et je veux vous raconter la soirée où je me suis retrouvé devant une salle de réception dans un costume de location, regardant mon ex-femme porter un toast au mariage de mon fils à travers une fenêtre. Pendant que je tenais une assiette de petits fours qu'une serveuse du traiteur m'avait tendue parce qu'elle pensait que je faisais partie du personnel. Ce n'est pas une métaphore. C'est vraiment arrivé. Et d'une certaine manière, ce n'était même pas le pire moment de ma soirée. Laissez-moi revenir en arrière, car si je commence par là, vous allez penser que je suis un père indigne qui méritait d'être laissé dehors comme un chien errant. Je vous promets que ce n'est pas le cas. Mais j'ai besoin que vous compreniez l'histoire dans son intégralité avant de décider qui est le méchant ici. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas moi, mais je vous laisse en juger. J'ai épousé Chloé quand j'avais 24 ans. Elle en avait 22, fraîchement sortie de l'université avec une licence en communication dont elle ne s'est jamais servie, et un sourire qui pouvait vous faire oublier votre propre nom de famille. Nous nous sommes rencontrés au barbecue d'un ami commun à Lyon. Et en moins de 6 mois, j'étais à genoux dans le salon de ses parents comme un idiot, avec une bague que je pouvais à peine me payer et un discours que j'avais répété 14 fois devant le miroir de ma salle de bain. Elle a dit oui. Son père avait l'air de vouloir dire tout autre chose, mais il m'a serré la main et m'a dit de prendre soin de sa petite fille. J'ai juré que je le ferais, et pendant un temps, je l'ai fait. Nous avons pris un petit appartement près de la Croix-Rousse, le genre avec des murs fins et une cuisine si petite qu'il fallait choisir entre ouvrir le frigo ou se tenir dedans. Je travaillais comme métallier serrurier dans un atelier, faisant des semaines de 50 heures. Chloé travaillait à temps partiel dans une boutique de la Presqu'île, mais parlait surtout de vouloir devenir influenceuse, ce qui en 2005 signifiait essentiellement qu'elle voulait un blog et un bel appareil photo. Je lui ai acheté l'appareil photo. Je pensais que nous construisions quelque chose. Quand notre fils Lucas est né, j'ai cru que ma poitrine allait exploser. Pas de peur, d'amour. Ce tout petit bonhomme avec une tête pleine de cheveux bruns qui me regardait comme si j'étais la personne la plus importante de la planète. Et pendant les premières années, j'avais l'impression que tout fonctionnait. J'ai été promu chef d'atelier. Chloé est restée à la maison avec Lucas et nous avons déménagé dans un petit pavillon à caluire et cuire avec un jardin assez grand pour une balançoire. Je l'ai construite moi-même un samedi pendant que Lucas, assis dans son petit transat, me regardait visser chaque boulon. Mais voici le problème avec Chloé. C'était le genre de personne qui avait toujours besoin de se sentir comme le personnage principal. Pas d'une manière méchante au début, juste d'une manière qui faisait que si les projecteurs n'étaient pas braqués sur elle, elle devenait agitée. Quand Lucas a commencé l'école et n'a plus eu besoin d'elle à chaque seconde, elle a commencé à sortir davantage. Des soirées entre filles, des escapades le week-end, un nouveau groupe d'amis que je n'avais jamais rencontré et qui semblaient tous avoir beaucoup d'opinions sur la monotonie de notre vie. Je n'y ai pas beaucoup prêté attention. Je me suis dit qu'elle s'adaptait, tout simplement. J'étais fatigué, moi aussi. Travailler le métal toute la journée et rentrer à la maison pour l'heure du bain, les devoirs et réparer le lave-vaisselle pour la 3e fois du mois n'est pas exactement glamour, mais j'adorais ça. J'adorais être le père de Lucas. J'adorais m'asseoir sur la terrasse avec lui pour regarder les étoiles pendant que Chloé était à l'intérieur, faisant défiler l'écran de son téléphone. Je n'ai pas remarqué la distance qui se creusait car j'étais trop occupé à être présent pour la seule personne qui voulait vraiment que je sois là. La liaison a commencé quand Lucas avait 8 ans. Je ne l'ai découverte que lorsqu'il en a eu 9. Il s'appelait Thibaut, ce qui sonne comme un prénom un peu trop parfait. Et honnêtement, c'est assez approprié. C'était un agent immobilier avec les dents blanchies et une BMW en leasing, que Chloé avait rencontré par l'intermédiaire d'une de ses amies. Je l'ai découvert comme la plupart des gens, c'est-à-dire que j'ai trouvé un SMS qui m'a retourné l'estomac. Ce n'était même pas quelque chose de dramatique. C'était juste elle qui lui envoyait un emoji cœur avec les mots « La nuit dernière était parfaite » à 6 heures du matin, pendant que je préparais le goûter de Lucas pour l'école. Je l'ai confrontée le soir même après que Lucas soit allé se coucher. Elle n'a pas nié. Elle n'avait même pas l'air désolée. Elle avait l'air soulagée, comme si elle avait attendu que je le découvre pour ne pas avoir à être celle qui le dirait. Elle m'a dit qu'elle était malheureuse depuis des années,
que j'étais ennuyeux, que je sentais le métal et la sueur quand je rentrais à la maison. Qu'elle voulait plus de la vie qu'un pavillon avec 3 chambres en banlieue lyonnaise et un mari qui pensait qu'un bon vendredi soir consistait à regarder un film avec son gamin. Je me souviens m'être assis à la table de la cuisine après qu'elle ait dit tout ça, fixant simplement le set de table que Lucas avait fait en cours d'art plastique. Il y avait un dessin au crayon de couleur de notre famille, 3 bonshommes allumettes se tenant la main, un grand soleil dans le coin, et je me suis dit, ce gamin n'a aucune idée de ce qui va arriver à son monde. Chloé a déménagé 2 semaines plus tard. Elle est allée dans l'appartement de Thibaut dans le centre de Lyon. Elle a pris ses vêtements, son ordinateur portable, la bonne machine à café et environ la moitié de ma capacité à faire confiance à un autre être humain. Ce qu'elle n'a pas pris, c'est Lucas. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour se retrouver. Que l'appartement de Thibaut n'était pas aménagé pour un enfant. Qu'elle viendrait le chercher le week-end une fois les choses calmées. Les week-ends se sont transformés en un week-end sur 2, puis une fois par mois, puis aux anniversaires et aux fêtes, puis juste aux fêtes, puis juste à Noël. Et même cela est devenu irrégulier. Je n'ai pas dit de mal d'elle à Lucas. Pas une seule fois. Chaque fois qu'il demandait où était maman, je lui disais qu'elle l'aimait et qu'elle traversait juste des problèmes d'adulte. Chaque fois qu'elle annulait une visite, j'inventais une excuse pour qu'il ne se sente pas rejeté. Je l'ai emmené au parc, au cinéma, à chaque match de foot, à la kermesse de l'école et aux réunions parents-professeurs, seul, assis dans ces minuscules chaises conçues pour des adultes faisant la moitié de ma taille, souriant et applaudissant comme si je ne mourais pas à l'intérieur. J'ai élevé ce garçon tout seul. Je lui ai appris à faire du vélo, à conduire, je me suis assis avec lui pour faire des devoirs de maths qui nous donnaient à tous les 2 envie de jeter le manuel par la fenêtre. J'ai fait des heures supplémentaires pour payer son appareil dentaire, les colonies de vacances, de nouvelles chaussures de foot chaque saison parce que ses pieds ne s'arrêtaient pas de grandir. J'étais là pour les cauchemars, les gastro-entérites, le premier chagrin d'amour quand une fille nommée Manon lui a dit qu'elle voulait juste qu'on reste amis en 5e. J'ai maintenu cet enfant à flot avec du ruban adhésif, des blagues de papa et de l'obstination pure. Et Chloé, elle a épousé Thibaut. Ils ont déménagé sur la Côte d'Azur. Elle a commencé à se faire appeler consultante en style de vie, ce qui, d'après ce que j'ai pu voir, signifiait qu'elle publiait des photos de smoothies sur Instagram et faisait payer les gens pour leur dire de boire plus d'eau. Elle appelait Lucas peut-être une fois par mois, envoyait des cadeaux qui faisaient toujours un peu trop bébé pour lui, comme si elle l'avait figé dans le temps à l'âge où elle était partie. Elle apparaissait 1 ou 2 fois par an pour une visite, débarquait comme une tornade de parfums et de sacs de shopping, l'emmenait dîner, lui disait à quel point il lui manquait, puis disparaissait à nouveau. Et à chaque fois qu'elle partait, je le trouvais assis sur son lit, silencieux, fixant le mur. Et je m'asseyais à côté de lui, je passais mon bras autour de lui et je ne disais pas un mot, car parfois, la meilleure chose qu'un père puisse faire est simplement d'être là. Juste d'être celui qui reste. Au moment où Lucas a eu son bac, je pensais que le pire était derrière nous. Il a été accepté dans une école de commerce à Lyon, et je l'ai conduit moi-même sur le campus avec toute sa vie entassée à l'arrière de ma fourgonnette. Je n'ai pas pleuré devant lui. J'ai tenu exactement 2 pâtés de maison avant de devoir me ranger sur le côté parce que je ne voyais plus la route. Je pensais que nous étions solides. Je pensais que ce lien était indestructible. Il s'avère que j'avais tort, car quelque part entre sa première et sa dernière année d'école, Chloé a commencé à appeler plus souvent, à venir plus souvent. Elle et Thibaut s'étaient séparés. Étonnant. Et soudain, elle avait tout ce temps libre, cette culpabilité et cette énergie à investir pour être la mère qu'elle n'avait jamais été. Et Lucas, mon doux enfant qui cherchait toujours à faire plaisir, l'a laissé revenir. Je n'ai rien dit. Je me suis dit qu'il était assez grand pour faire ses propres choix. Je me suis dit qu'il finirait par y voir clair. Je me suis trompé, car 3 ans après avoir renoué avec sa mère, mon fils s'est fiancé à une fille formidable nommée Camille. Et quand les faire-part de mariage ont été envoyés, mon nom n'y figurait nulle part. Celui de Chloé y était, en belle écriture élégante, mère du marié. Et quand j'ai appelé Lucas pour lui en parler, il a dit quelque chose que j'entends encore dans ma tête quand tout est silencieux. Papa, elle fait des efforts. Peux-tu juste lui laisser cette petite chose? Cette petite chose s'est avérée être tout. Je veux être juste ici parce que je sais comment cela sonne. Je sais que certains d'entre vous sont déjà en train de taper des commentaires sur la façon dont j'aurais dû parler plus tôt, fixer des limites, avoir une vraie conversation avec Lucas sur ce que je ressentais, et vous avez raison. J'aurais dû.
Mais voici ce qui se passe quand on est un père célibataire pendant 15 ans. On s'habitue tellement à faire passer les sentiments de ses enfants en premier qu'on oublie qu'on a le droit d'avoir les siens. On s'habitue tellement à être la personne stable, la personne silencieuse, celle qui encaisse les coups et continue d'avancer, que lorsque quelqu'un vous demande enfin de vous effacer, votre premier instinct n'est pas de vous battre. C'est de vous y plier, parce que c'est ce que vous avez toujours fait. Vous avez toujours fait en sorte que ça marche. Vous avez toujours tout ravalé. Alors, quand Lucas m'a dit de laisser cela à Chloé, j'ai dit, d'accord. Je me suis dit que ce n'était que le faire-part. Elle avait probablement aidé à payer l'impression ou quelque chose comme ça. Ça ne voulait rien dire. Il voudrait quand même que je sois impliqué. J'étais son père. Je l'avais élevé. Il n'y avait aucune version de ce mariage où je n'étais pas au centre de l'attention. Sauf qu'il y en avait une, et j'ai foncé droit dedans. La planification du mariage a commencé environ 8 mois avant la cérémonie. Les parents de Camille, un couple des Monts d'Or nommés Gérard et Martine, géraient la majeure partie de la logistique. Je les aime beaucoup. Gérard et moi avions sympathisé autour du rugby lors du dîner de fiançailles, et Martine m'incluait toujours dans les discussions de groupe concernant la planification. Mais Chloé s'était immiscée dans le processus comme si elle produisait une émission de télé-réalité. Elle prenait l'avion depuis la Côte d'Azur tous les 2 mois, assistait aux dégustations du gâteau, allait essayer des robes avec Camille, aidait à choisir le lieu, les fleurs, le photographe. Elle était partout. Et à chaque fois que j'appelais Lucas pour lui demander s'il avait besoin de moi pour quoi que ce soit, il me répondait « Maman s'en est déjà occupée. » Maman. Elle était maman maintenant, pas Chloé, pas ma mère. Maman. Comme si elle l'avait mérité. Comme si se présenter aux dégustations de gâteaux effaçait une décennie d'absence. J'ai essayé de m'impliquer. J'ai proposé d'aider à payer le dîner de la veille, ce qui est souvent pris en charge par la famille du marié. Lucas a dit que Chloé s'en était déjà occupée. J'ai proposé d'aider pour le plan de table. Il a dit que la mère de Camille et Chloé s'en occupaient. J'ai demandé s'il voulait qu'on aille acheter son costume ensemble, juste nous deux, comme nous allions chez le coiffeur ensemble quand il était petit. Il a dit qu'il y était déjà allé avec Chloé chez un tailleur réputé à Nice. Attendez, je suis désolé. Laissez-moi rembobiner. Il est allé acheter son costume avec sa mère. La femme qui est partie quand il avait 9 ans. La femme qui a choisi une BMW en leasing et un homme aux dents blanchies plutôt que de le border le soir. C'est elle qui a pu l'emmener acheter le costume pour son mariage. Et j'ai reçu un SMS qui disait « C'est déjà réglé, papa. » Mais merci. Je suis resté assis dans ma fourgonnette dans l'allée pendant environ 40 minutes après ce SMS. Juste assis là. Le moteur ne tournait même pas. J'ai juste fixé la porte du garage et j'ai essayé de comprendre à quel moment j'étais devenu une réflexion après coup dans la vie de mon propre fils. Le dîner de la veille a eu lieu dans un restaurant réputé pour sa viande dans le centre de Lyon, le genre d'endroit où le menu n'affiche pas les prix. Quand je suis entré, Chloé tenait déjà sa cour en bout de table, riant avec les demoiselles d'honneur de Camille, appelant Lucas mon bébé, assez fort pour que tout le monde l'entende. Quand elle m'a vu, elle m'a fait un sourire diplomatique, le genre qu'on fait à quelqu'un lors d'un événement professionnel dont on ne se rappelle pas le nom. « Laurent, je suis si heureuse que tu aies pu venir », a-t-elle dit, comme si j'étais un invité, comme si j'avais été invité par courtoisie plutôt que par biologie. Je me suis assis à l'autre bout de la table, à côté de Gérard, qui m'a versé un verre de vin sans rien demander, et m'a dit « Tu tiens le coup ?» Je lui ai dit que ça allait. Ça n'allait pas, mais j'ai été si souvent mal que je suis devenu doué pour faire semblant. Pendant le dîner, Chloé a fait un discours pour dire à quel point voir Lucas devenir un homme avait été la plus grande joie de sa vie. Elle a réellement prononcé ces mots et personne n'a sourcillé. Personne ne m'a regardé. Personne ne semblait se rappeler qu'elle l'avait regardé grandir à des centaines de kilomètres de là, à travers l'écran d'un téléphone. Elle prenait à peine de ses nouvelles. Je n'ai pas fait de discours. Personne ne me l'a demandé. Le mariage a eu lieu 2 semaines plus tard. Un samedi d'octobre. Une lumière dorée se déversant à travers les chênes d'un domaine viticole du Beaujolais. Je suis arrivé en avance parce que je voulais voir Lucas avant la cérémonie. Lui serrer la main, peut-être arranger sa cravate, lui dire quelque chose qu'un père dit à son fils le jour de son mariage. J'ai trouvé la pièce où se préparait le marié. Lucas y était avec ses témoins. Et Chloé,
Elle était en train d'ajuster sa boutonnière, lui disant qu'il ressemblait à une star de cinéma. Quand je suis entré, la pièce est devenue un tout petit peu plus silencieuse. Pas un silence de mort, juste plus silencieuse, comme si ma présence avait fait baisser la température d'un demi-degré. « Salut, papa », a dit Lucas. Il avait l'air heureux. Sincèrement heureux. Et je ne pouvais même pas être contrarié parce que tout ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'il soit heureux. C'est ça la partie la plus cruelle. Chaque parcelle de douleur que j'ai ravalée l'a été parce que je voulais que ce gamin sourie. Je lui ai dit qu'il était superbe. Je lui ai dit que Camille était une femme chanceuse. Il m'a remercié. Chloé a regardé tout l'échange comme l'observatrice d'un documentaire animalier. Elle ne m'a pas dit un mot, elle s'est contentée d'observer. Puis elle a dit, « Lucas, chéri, le photographe a besoin de nous pour les photos de famille dans 10 minutes. » Nous. Pas nous tous, elle et lui. Elle avait organisé une séance séparée, juste deux. Pas de séance pour moi et Lucas. Quand j'ai posé la question à l'organisatrice du mariage, une femme frénétique prénommée Margot, elle a eu l'air confuse et a dit qu'elle n'avait que la séance de la mère du marié sur le planning. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. Parce que qu'allais-je faire? Faire un scandale le jour du mariage de mon fils? Je me suis de nouveau effacé. La cérémonie était magnifique. Je dois l'admettre. Camille était éblouissante. Lucas a pleuré en la voyant, et l'officiant a fait un discours sur l'amour et l'engagement qui aurait été vraiment inspirant si je n'avais pas été assis au 4e rang, me demandant pourquoi je n'étais pas au premier. Après la cérémonie, tout le monde s'est déplacé dans la salle de réception. Je suis allé chercher ma place. J'ai vérifié le plan de table près de l'entrée. Un de ces grands tableaux élégants avec de la calligraphie et de petites cartes de placement. J'ai cherché mon nom. J'ai regardé tout le tableau. Chaque table, chaque carte. Mon nom n'y était pas. Je suis resté là pendant probablement 2 bonnes minutes, lisant chaque carte 2 fois, pensant que je perdais la tête. J'ai demandé à Margot. Elle a feuilleté ses papiers, vérifié sa tablette, puis a pris cette expression sur son visage. L'expression que quelqu'un prend quand il réalise qu'une chose terrible s'est produite et qu'il ne sait pas comment vous le dire. Je suis tellement désolé, monsieur. Il semble qu'il y ait eu un oubli. Laissez-moi voir si je peux ajouter une chaise à l'une des tables. Un oubli. Mon nom était un oubli au mariage de mon propre fils. Elle m'a trouvé une place à une table près du fond, à côté de quelques amis de l'université de Camille qui n'avaient aucune idée de qui j'étais. Je me suis assis là pendant que la table d'honneur se remplissait. Lucas, Camille, les parents de Camille, Chloé, le témoin, la demoiselle d'honneur. 6 sièges, pas 7. Et puis les discours ont commencé. Le témoin, la demoiselle d'honneur. Gérard a porté un magnifique toast à Camille. Et puis Chloé s'est levée à la table d'honneur au mariage de mon fils et a fait un discours sur la maternité, sur le sacrifice, sur la façon dont le fait d'être la mère de Lucas lui avait appris ce que signifiait aimer inconditionnellement. La salle a applaudi. Lucas l'a regardé avec des larmes dans les yeux, et je ne pouvais plus respirer. Je me suis levé de ma table. Je suis sorti. Personne ne l'a remarqué. L'air de la nuit a frappé mon visage et je suis resté là, sur le chemin de gravier à côté d'une rangée de lavandes, regardant à travers la fenêtre mon ex-femme se prélasser sous les applaudissements pour un travail qu'elle n'avait jamais fait. Et je me suis dit, je devrais être là-haut. Ce devrait être moi. C'est moi qui suis resté. J'ai regardé le reste de la réception à travers cette fenêtre. J'ai vu la première danse. J'ai vu la découpe du gâteau. J'ai vu Chloé entraîner Lucas sur la piste de danse pour la danse mère-fils. Et je les ai vus rire et tourner sous ces guirlandes lumineuses pendant que 300 personnes regardaient en souriant. Il n'y a pas eu de danse père-fils. Ce n'était pas au programme. Je suis parti vers 22 heures. Je n'ai pas dit au revoir. Je suis juste monté dans ma fourgonnette et j'ai conduit chez moi dans l'obscurité, portant toujours ce costume loué, entendant toujours ce discours dans ma tête. Je suis resté assis dans mon salon, les lumières éteintes, pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré. J'avais dépassé le stade des pleurs. J'étais quelque part au-delà, dans cet endroit plat et gris où l'on a été blessé si profondément que le corps cesse tout simplement de réagir. 3 semaines plus tard, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Lucas. Tu n'as même pas dit au revoir.
Et quelque chose en moi s'est simplement brisé. J'ai fixé ce SMS pendant un long moment. Tu n'as même pas dit au revoir. 6 mots. Comme si c'était moi qui étais parti. Comme si c'était moi qui avais claqué la porte. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. Je n'ai pas répondu tout de suite. En partie parce que je ne savais pas quoi dire, et en partie parce que j'avais peur que si je commençais à taper, tout ce que j'avais retenu pendant 15 ans ne se déverse dans un énorme pavé incohérent qui finirait par faire de moi le méchant d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est comme ça que ça marche quand on est le silencieux. Au moment où l'on parle enfin, tout le monde agit comme si c'était vous le problème. Alors, à la place, j'ai fait ce que je fais toujours quand je souffre. Je suis allé travailler. Je dirigeais ma propre entreprise de métallerie depuis environ 6 ans à ce moment-là. Je l'avais commencé avec une fourgonnette d'occasion, un poste à souder portable et une réputation que je m'étais bâtie sur 2 décennies à être à l'heure et à faire du travail propre. Ce n'était pas une énorme opération, juste moi et 3 gars. Mais nous avions des contrats réguliers avec des entreprises de construction et des domaines viticoles de toute la région, pour des portails sur mesure, des réparations structurelles, de la ferronnerie d'art. Un travail honnête qui occupait mes mains et empêchait mon esprit de vagabonder vers des endroits où je ne voulais pas qu'il aille. Mais après le mariage, je n'arrivais pas à me concentrer. J'étais au milieu d'un cordon de soudure et ma main se mettait à trembler. Je me surprenais assis dans l'atelier à 5 heures du matin, à fixer le vide, repassant ce SMS dans ma tête en boucle. Tu n'as même pas dit au revoir. Comme si c'était de ma faute. Comme si j'avais choisi de partir. Comme si me tenir devant une fenêtre à regarder mon ex-femme me voler mon moment était en quelque sorte une décision consciente que j'avais prise pour le plaisir. Mon pote Stéphane l'a remarqué. Stéphane était mon chef d'atelier, un ancien militaire avec une barbe de bûcheron et l'intelligence émotionnelle d'un thérapeute déguisé en artisan. Il était avec moi depuis que j'avais lancé l'entreprise, et il pouvait me lire mieux que la plupart des gens que j'avais connus toute ma vie. Un matin, il est entré dans l'atelier, m'a trouvé assis sur un seau avec mon masque de soudeur sur les genoux, et a simplement tiré un autre seau pour s'asseoir à côté de moi. « Tu veux en parler, ou tu veux que je fasse semblant que tu vas bien ?» a-t-il dit. Je lui ai tout raconté. Le mariage, le plan de table, le discours, la fenêtre, le SMS, tout. Et quand j'ai eu fini, il est resté assis là pendant 1 minute, se frottant la mâchoire comme s'il essayait de décider s'il allait dire quelque chose de mesuré et de sage ou quelque chose qui lui attirerait des ennuis. Il a choisi l'honnêteté. Laurent, tu as passé toute ta vie à être le gars qui ne fait pas de vagues, et c'est une bonne qualité. Vraiment. Mais à un moment donné, tu dois te demander si le fait d'être la meilleure personne ne t'a pas coûté la seule personne qui compte le plus. C'est tombé comme un coup de massue, parce qu'il avait raison. J'avais été tellement occupé à être noble. À être le père qui ne disait jamais de mal de son ex, qui n'obligeait jamais son enfant à choisir un camp, qui n'avait jamais prononcé une seule fois un mauvais mot sur Chloé, même quand elle méritait un dictionnaire entier, que j'avais laissé l'histoire se réécrire sans moi dedans. Chloé était revenue en coup de vent, s'était refait le portrait de la mère dévouée. Et parce que je ne l'avais jamais contesté, Lucas y croyait. Bien sûr qu'il y croyait. C'était un enfant quand elle est partie, et elle est revenue avec un sourire, une carte de crédit et tout le temps du monde. Moi, je suis venu avec des callosités, une gamelle et la même présence silencieuse que j'avais toujours eue. J'ai commencé une thérapie 2 semaines plus tard. J'ai trouvé un psychologue nommé Dr Renaud qui se spécialisait dans les relations familiales complexes. À la première séance, il m'a demandé de décrire ma relation avec Lucas en une phrase. J'ai dit, je lui ai tout donné et il ne le sait pas. Il m'a répondu, ce n'est pas une relation. C'est un sacrifice que personne ne vous a demandé de documenter. Ça a piqué, mais il avait raison. J'avais tenu un registre mental de chaque couche changée, de chaque match auquel j'avais assisté, de chaque larme essuyée, et j'étais furieux que Lucas n'ait pas fait le même calcul que moi. Mais il avait 26 ans. Il ne se souvenait pas des détails. Et Chloé avait comblé les vides avec sa version. La version où elle était partie parce qu'elle luttait, pas parce qu'elle était égoïste. La version où elle était revenue parce qu'elle l'aimait, pas parce que Thibault l'avait larguée et qu'elle se sentait seule. Le docteur Renaud m'a dit de m'asseoir avec ma colère, de la ressentir vraiment au lieu de l'enterrer, puis de décider ce que je voulais, pas ce qu'un bon père voudrait. Ce que moi, Laurent, je voulais réellement. Et ce que je voulais était simple. Je voulais que mon fils me voie, qu'il me voie vraiment,
pour une fois. Mais avant que cela puisse arriver, j'avais besoin de reprendre ma propre vie en main. Parce que voici ce que personne ne vous dit quand vous passez 15 ans en mode survie. Quand l'urgence se termine enfin, vous vous effondrez. L'adrénaline s'arrête, le bus s'estompe, et vous vous retrouvez debout dans les décombres de votre propre vie négligée, à vous demander qui vous êtes en dehors d'être le père de quelqu'un. Je me suis plongé à corps perdu dans l'entreprise, j'ai pris de plus gros contrats, j'ai fait une offre pour un projet avec une chaîne d'hôtels de charme qui rénovait des propriétés dans la région du Beaujolais. Je l'ai remporté. C'était le plus gros contrat que j'ai jamais décroché. Des travaux de ferronnerie sur mesure pour 6 propriétés, des rampes, des luminaires, des portails décoratifs. Cela signifiait embaucher 2 gars de plus et acheter de nouveaux équipements. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui n'était ni du chagrin ni de l'épuisement. J'ai ressenti un élan. J'ai aussi commencé à faire des choses pour moi. Ça a l'air simple, mais je ne l'avais pas fait depuis des années. J'ai commencé à cuisiner de vrais repas au lieu de manger des céréales au-dessus de l'évier à 22 heures. J'ai aménagé ma terrasse, ajouté des chaises confortables et des guirlandes lumineuses, et j'ai commencé à y passer mes soirées avec un livre et une bière, au lieu de fixer mon téléphone en attendant un SMS qui ne venait jamais. Je me suis inscrit à un cours de menuiserie à la Maison des Jeunes et de la Culture parce que j'avais toujours voulu essayer. Et j'ai fini par fabriquer une planche à découper en noyer dont j'étais embarrassé d'être si fier. Et puis j'ai rencontré Élise. Elle était architecte paysagiste et travaillait sur l'un des projets de rénovation d'hôtels pour lesquels j'étais sous contrat. Nous nous sommes rencontrés lorsqu'elle est entrée dans mon atelier pour discuter de supports de jardinière sur mesure et a immédiatement trébuché sur un câble de soudure et renversé une pile d'échantillons de métal. Elle m'a regardé depuis le sol avec cette expression à moitié mortifiée et à moitié amusée. Et elle a dit, « Eh bien, c'est une façon de faire son entrée. » J'ai ri pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois. Élise n'était pas comme Chloé. Elle était stable. Elle conduisait un utilitaire avec de la boue sur les pneus et gardait un carnet de poche plein de noms de plantes. Quand je lui ai parlé de Lucas, toute l'histoire, elle ne m'a pas lancé un regard de pitié. Elle a juste dit, ça a dû être incroyablement solitaire. Elle avait raison. Nous avons commencé à sortir ensemble doucement. Elle a rencontré Stéphane et l'équipe, qui ont immédiatement approuvé parce qu'elle a apporté des croissants à l'atelier un matin. Je n'en ai pas parlé à Lucas. Il n'avait pas appelé depuis ce SMS, et je n'étais pas prêt à ouvrir cette porte. 6 mois ont passé. Le contrat de l'hôtel était florissant. Mon atelier avait doublé de taille. Élise avait pratiquement emménagé, bien que nous fassions tous les deux semblant que ce ne soit pas le cas en maintenant la fiction qu'elle gardait son propre appartement pour ses plantes. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne faisais pas que survivre. Je construisais quelque chose qui était à moi. Pas pour Lucas, pas pour défier Chloé, mais pour moi. Et puis, un mardi soir, mon téléphone a sonné. C'était Gérard, le père de Camille, l'homme qui m'avait versé du vin à ce dîner et m'avait regardé comme s'il comprenait. « Laurent, a-t-il dit, je pense qu'il y a quelque chose que tu dois savoir. » Il m'a raconté que Chloé disait aux gens, y compris à Lucas, que j'avais choisi de ne pas participer au mariage, que j'avais refusé le plan de table, que j'avais refusé de faire un discours, que j'étais parti tôt parce que j'étais mal à l'aise d'être près d'elle. Elle avait réécrit toute la soirée, inversé les rôles si proprement que même Camille avait commencé à y croire. Gérard a dit qu'il avait gardé le silence parce qu'il ne voulait pas causer de problème entre Lucas et sa mère. Mais Martine lui avait finalement dit qu'il devait dire quelque chose parce que ce n'était pas juste, parce qu'elle m'avait vu debout devant cette fenêtre et qu'elle n'avait jamais pu se défaire de cette image. J'ai remercié Gérard. J'ai raccroché le téléphone. Je me suis assis sur ma terrasse sous ces guirlandes lumineuses avec la main d'Élise sur mon genou et je me suis laissé ressentir tout le poids de ce que Chloé avait fait. Pas seulement au mariage, pas seulement dans les années qui ont suivi, depuis le tout début. C'était toujours elle qui écrivait l'histoire. Et j'avais toujours été celui qui était trop loyal pour la corriger. Mais plus maintenant. Je n'ai rien fait d'impulsif. C'est important, car l'ancien Laurent aurait soit tout ravalé et serait passé à autre chose, soit appelé Lucas dans un élan d'émotion et aurait dit quelque chose que je n'aurais pas pu retirer. Mais j'étais en thérapie depuis 6 mois. Et si le docteur Renaud m'avait appris quelque chose, c'était que la vérité n'a pas besoin de volume. Elle a juste besoin de preuves. J'ai commencé par écrire une lettre. Pas une lettre de colère, pas pour le culpabiliser,
juste une lettre qui exposait calmement et précisément ce qui s'était réellement passé au mariage et dans les années qui l'ont précédé. J'ai écrit sur le plan de table. J'ai écrit sur la danse père-fils manquante. J'ai écrit sur le fait d'être resté debout devant la fenêtre. J'ai écrit sur chaque visite du week-end que Chloé avait annulée. Chaque anniversaire qu'elle avait oublié. Chaque fois où je l'avais couverte pour que Lucas ne ressente pas le rejet. Je ne l'ai pas envoyé. Pas encore. Le docteur Renaud a dit que la lettre était d'abord pour moi, pour sortir tout ça de ma tête et le coucher sur le papier, pour le voir clairement, pour savoir que je n'étais pas fou, que je n'avais pas de faux souvenirs, que ce qui m'était arrivé était réel et que ça comptait. J'ai aussi rappelé Gérard, non pas pour lui demander de mener ma bataille, mais pour lui poser une question. Camille connaît-elle la vérité? Il a dit que Camille avait ses doutes. Elle avait remarqué des choses au mariage, des choses qui ne collaient pas, comme pourquoi le père du marié était assis à une table au fond, comme pourquoi personne ne m'avait demandé de parler, comme pourquoi Chloé semblait diriger tout le spectacle. Mais elle n'avait pas insisté parce que Lucas se braquait à chaque fois que quelqu'un abordait le sujet. Il disait « Mon père est compliqué » et changeait de sujet. Compliqué. Je l'avais élevé seul pendant 15 ans et j'étais compliqué. Chloé l'avait abandonné pendant une décennie et elle était rachetée. Il y a une certaine forme de cruauté dans cette équation. Gérard m'a également dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il m'a dit que Chloé empruntait de l'argent à Lucas et Camille. Pas d'énormes sommes, mais régulièrement 1 000 € par-ci, 2 000 par-là. Toujours avec une histoire, un problème de voiture, une facture médicale, une opportunité d'investissement, et elle ne remboursait jamais rien. Gérard a dit que Martine avait tenu les comptes parce que Camille l'avait mentionné en passant, et que le total s'élevait à plus de 15 000 € dans les 18 mois qui avaient suivi le mariage. J'ai mis ça dans un coin de ma tête, non pas parce que je cherchais des munitions, mais parce que ça dressait un tableau. Chloé n'était pas revenue dans la vie de Lucas parce qu'elle l'aimait. Elle était revenue parce qu'elle avait besoin de lui. Il y a une différence, et elle est de taille. J'ai passé les semaines suivantes à être stratégique. Élise m'a aidé, non pas parce que je le lui avais demandé, mais parce qu'elle est le genre de personne qui voit un problème et commence immédiatement à organiser une solution. Elle a suggéré que je rassemble tout. Pas seulement mes souvenirs, mais tout ce qui était tangible. De vieilles photos, des dossiers scolaires, des carnets de santé, tout ce qui montrait qui était réellement là pendant l'enfance de Lucas. Alors, j'ai fouillé dans des boîtes dans le garage, et ce que j'ai trouvé a failli me briser à nouveau, mais d'une manière différente. J'ai trouvé chaque bulletin de notes signé par moi, chaque autorisation de sortie signée par moi, chaque dossier médical avec mon nom comme contact d'urgence. J'ai trouvé un dossier de projet scolaire que Lucas avait fait au fil des ans. Et dans au moins 4 d'entre eux, sous la section intitulée « Ma famille », il m'avait dessiné. Juste moi. Pas de maman. Pas de deuxième silhouette. Juste un grand bonhomme allumette avec des cheveux bruns et un grand sourire étiqueté « Papa ». J'ai trouvé les vieilles factures de téléphone, aussi. Je les avais gardées pendant le divorce parce que mon avocat m'avait dit de tout documenter. Le journal des appels montrait que Chloé appelait Lucas peut-être 2 fois par mois la première année après son départ. Puis 1 fois par mois, puis sporadiquement. Il y avait des périodes de 3 ou 4 mois sans aucun appel. J'avais tout, noir sur blanc. Élise m'a aidé à tout organiser dans un classeur. Elle n'a pas rendu ça dramatique ou avec une apparence juridique. Elle a juste tout mis par ordre chronologique avec des onglets pour que si quelqu'un le regardait un jour, il puisse voir toute l'histoire exposée clairement année par année. Qui était là, qui n'y était pas. J'ai aussi fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai contacté des personnes de l'enfance de Lucas. Son ancien entraîneur de foot, un type nommé Michel, qui dirigeait le club local et se souvenait encore que Lucas était toujours en retard parce qu'il oubliait ses protège-tibias. J'ai appelé son institutrice de CE2, Madame Dubois, qui m'a dit qu'elle avait gardé un mot que je lui avais écrit une fois, la remerciant d'être patiente avec Lucas pendant une période difficile après le départ de Chloé. J'ai parlé à mon ancienne voisine, Janine, qui avait l'habitude de garder Lucas quand je devais travailler tard, et qui avait une mémoire d'éléphant. Chacun d'entre eux a confirmé la même chose. Laurent était celui qui était là. Chloé était un fantôme. Je ne montais pas un dossier juridique. Je construisais la vérité. La vérité qui avait été lentement effacée par une femme qui était douée pour raconter des histoires plutôt que pour les vivre. Pendant ce temps, autre chose se passait.
Lucas et Camille ont fêté leur premier anniversaire de mariage, et Gérard m'a dit que les choses étaient tendues. Pas entre Lucas et Camille. Eux étaient solides, mais entre Lucas et Chloé. Il s'avère que les demandes d'argent étaient devenues plus fréquentes. Chloé avait demandé à Lucas de se porter garant pour le bail d'un nouvel appartement après avoir eu des soucis avec son ancien logement. Elle avait aussi commencé à faire des commentaires sur Camille. Des pics subtils sur le fait qu'elle était contrôlante, que Lucas devait s'affirmer, que la famille devait passer en premier. Des tactiques de manipulation classiques déguisées en inquiétude maternelle. Camille, tout à son honneur, ne se laissait pas faire. Elle avait grandi avec Gérard et Martine, deux des personnes les plus terre à accent grave terre que j'ai jamais rencontrées, et elle pouvait flairer la manipulation comme un chien de chasse. Elle a dit à Lucas qu'elle pensait que Chloé se servait de lui. Cela a déclenché une dispute, leur première vraie dispute. Et selon Gérard, une fois la poussière retombée, Lucas s'est assis dans leur cuisine et a dit quelque chose que Camille a plus tard répété à ses parents, je ne sais plus qui croire. C'était mon ouverture. Pas pour débarquer et détruire Chloé. Pas pour jubiler, ou punir, ou dire je te l'avais bien dit, mais pour enfin, après toutes ces années, laisser la vérité parler d'elle-même. J'ai appelé Lucas. Il n'a pas répondu. J'ai rappelé et je suis tombé sur sa messagerie. J'ai envoyé un SMS qui disait « J'aimerais te voir ». Pas de pression, pas d'ordre du jour, juste une conversation. Il n'a pas répondu pendant 3 jours. Puis, un jeudi soir, il a répondu par 2 mots. Ce week-end. Nous nous sommes rencontrés dans un bouchon lyonnais un peu à l'écart, un endroit neutre avec de la bonne cuisine et de longues tables communes où personne ne surprendrait rien de trop personnel. Je suis arrivé en avance parce que je suis comme ça, et je me suis assis à une table près du fond avec le classeur dans un sac en toile à mes pieds et une boule dans le ventre de la taille d'une balle de tennis. Quand Lucas est entré, je ne l'ai presque pas reconnu. Pas parce qu'il avait l'air différent, mais parce qu'il avait l'air fatigué. Le genre de fatigue qui va plus loin que le sommeil. Il avait des cernes sous les yeux et ses épaules portaient quelque chose de lourd. Il ressemblait à ce que j'avais ressenti pendant la majeure partie de ma trentaine. Il s'est assis en face de moi et a dit « Salut, papa ». Et l'espace d'un instant, j'étais de retour dans cette maternité il y a 26 ans, tenant un tout petit bébé avec une tête pleine de cheveux bruns, jurant que je le protégerais de tout. Je n'avais pas fait un travail parfait, mais j'avais fait le travail. « Salut, mon grand », ai-je dit. « Merci d'être venu. » Nous avons commandé à manger. Nous avons parlé de choses et d'autres. J'ai posé des questions sur Camille, sur le travail, sur le nouvel appartement dans lequel ils avaient emménagé. Il a posé des questions sur l'entreprise. Je lui ai parlé des contrats hôteliers, de l'agrandissement de l'atelier. Je n'ai pas mentionné Élise. Pas encore, une chose à la fois. Et puis, quand les assiettes ont été débarrassées et que le bruit autour de nous s'était adouci, j'ai posé le classeur sur la table. Avant que je dise quoi que ce soit, lui ai-je dit, je veux que tu saches que je ne fais pas ça pour te blesser. Je ne fais pas ça pour te monter contre ta mère. Je fais ça parce que tu mérites de savoir ce qui s'est réellement passé. Tout. Et tu pourras en faire ce que tu voudras après. Mais tu vas entendre la vérité de ma bouche au moins une fois, parce que j'aurais dû te le dire il y a longtemps. Lucas a regardé le classeur, puis m'a regardé, puis a de nouveau regardé le classeur. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé. Je l'ai ouvert à la première page. Un formulaire d'inscription à l'école de 2009. Père, Laurent Fournier. Mère, laissé en blanc. Contact d'urgence, Laurent Fournier. Deuxième contact d'urgence, Janine Martin, voisine. Ça, ai-je dit, c'est ton enfance. Et puis j'ai commencé à parler. Pour la première fois en 15 ans, j'ai arrêté de protéger Chloé. J'ai arrêté d'amortir le choc. J'ai arrêté d'être la meilleure personne. J'ai juste dit la vérité. Et j'ai regardé le visage de mon fils changer à chaque page. Je ne me suis pas précipité. J'ai procédé année par année, de la façon dont Élise l'avait organisé. Et j'ai laissé les documents faire la majeure partie de la conversation. Je lui ai montré les factures de téléphone des 2 premières années après le départ de Chloé. Le journal des appels qui passait de sporadique à quasi inexistant. Je lui ai montré les carnets de santé, chaque passage aux urgences, chaque rendez-vous chez le pédiatre, chaque fois où je m'étais assis dans une salle d'attente à remplir des formulaires d'une main en tenant la sienne de l'autre.
Je lui ai montré les projets scolaires où il avait dessiné notre famille avec juste nous deux. C'est ce qui l'a fixé le plus longtemps. Je lui ai parlé des nuits, celles dont je ne parlais jamais. La nuit où il avait eu une laryngite si forte que je l'avais conduit à l'hôpital à 2 heures du matin et que je m'étais assis sur une chaise en plastique pendant 4 heures parce que je n'avais personne à appeler. La nuit où Chloé devait venir pour son 10e anniversaire et n'était pas venue, et où j'avais conduit jusqu'à 3 magasins différents pour trouver la boîte de Lego exacte qu'il voulait pour que la journée ne soit pas une perte totale. Je lui ai parlé du fait de l'avoir couverte à chaque fois. Quand elle annulait ses visites, je lui disais qu'elle avait des obligations professionnelles. Quand elle oubliait d'appeler à Noël, je lui disais qu'il y avait des problèmes de réseau. Quand elle envoyait des cadeaux de taille trop petite, je les retournais discrètement, achetais la bonne taille et mettais son nom sur la carte. Le visage de Lucas était devenu très immobile. Il ne pleurait pas. Il faisait cette chose qu'il avait l'habitude de faire quand il était enfant, quand quelque chose faisait mal et qu'il ne voulait pas le montrer. Cette mâchoire serrée, ce regard droit devant lui, comme s'il essayait de se maintenir en un seul morceau par la seule force de sa volonté. Je le reconnaissais parce que j'avais fait la même chose au mariage. Elle m'a dit que tu ne voulais pas faire de discours, a-t-il dit doucement. Au mariage. Elle a dit que tu avais dit à l'organisatrice que tu ne te sentais pas à l'aise. On ne me l'a jamais demandé, ai-je dit. Et il n'y avait pas de place pour moi à la table d'honneur. Mon nom n'était sur aucun plan de table. Lucas, j'ai regardé ta mère faire un discours sur l'amour inconditionnel à travers une fenêtre depuis l'extérieur. Il m'a regardé comme si je l'avais giflé. Quoi? Martine m'a vu. Tu peux lui demander. Je suis resté dehors parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne voulais pas faire de scène pour ton grand jour, alors je suis juste resté là et puis je suis rentré à la maison. Le silence qui a suivi a été la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. Lucas a posé ses 2 mains à plat sur la table comme s'il essayait de se stabiliser. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a ouverte à nouveau, et puis il a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur et l'a recollé en même temps. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je ne voulais pas que tu aies à choisir. Je n'ai jamais voulu que tu choisisses. Je voulais juste que tu saches. Il est resté assis avec ça pendant un long moment. Je n'ai pas comblé le silence. Le docteur Renaud m'avait appris que parfois la chose la plus puissante que l'on puisse faire est de laisser quelqu'un s'asseoir avec la vérité sans essayer de gérer sa réaction face à elle. Alors je l'ai laissé s'asseoir. Puis il a sorti son téléphone, a fait défiler l'écran pendant 1 minute, et j'ai regardé son expression changer. Il lisait d'anciens SMS de Chloé. Quoi qu'il ait vu, cela a confirmé quelque chose, car il a posé le téléphone et s'est frotté les yeux avec la paume de ses mains. Elle m'a dit que tu avais pris tes distances, a-t-il dit. Elle a dit qu'après le divorce, tu avais clairement fait comprendre que tu ne voulais pas qu'elle soit impliquée. Elle a dit qu'elle avait essayé de faire partie de ma vie, mais que tu avais rendu les choses difficiles. Lucas, je t'ai conduit à son hôtel à chaque fois qu'elle a pris la peine de venir. J'ai préparé ton sac avec ton pyjama préféré et ton doudou dinosaure. Et je suis resté assis dans le parking jusqu'à ce qu'elle te ramène. Je n'ai pas rendu les choses difficiles une seule fois. J'ai rendu les choses aussi faciles que possible parce que je ne voulais pas que tu perdes ta mère. Même si elle était déjà partie. Il a baissé la tête. Pas de honte, de chagrin. Le genre de chagrin qui survient quand vous réalisez que l'histoire dans laquelle vous avez vécu n'était pas réelle. Quand les fondations sur lesquelles vous avez construit votre compréhension s'avèrent être le mensonge de quelqu'un d'autre. Je suis désolé, papa. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Tu étais un enfant. C'était ta mère. Tu croyais ce qu'elle te disait parce que tu voulais que ce soit vrai. Je comprends ça. Je ne t'en blâme pas. Mais le mariage. J'aurais dû. Je n'ai même pas remarqué que tu étais parti. Ce n'est pas ta faute non plus. Tu te mariais. Tu étais censé être concentré sur Camille. Les personnes qui étaient censées s'assurer que j'étais inclus, elles ne l'ont pas fait. Et j'aurais dû parler. C'est ma faute. Nous sommes restés là encore 1 heure. Il a posé des questions, beaucoup de questions, sur les années que j'avais passées sous silence, sur les détails dont je l'avais protégé. J'ai répondu à tout honnêtement. Quand il a demandé si Chloé avait emprunté de l'argent, je lui ai raconté ce que Gérard m'avait dit. Sa mâchoire s'est contractée d'une manière qui m'a indiqué qu'il en savait déjà plus qu'il ne l'avait admis. Avant de partir,
Je lui ai parlé d'Élise. Je lui ai dit qu'elle était gentille et stable et qu'elle me faisait sentir que j'avais le droit d'avoir une vie en dehors de celle d'être son père. Il m'a regardé avec cette expression que je n'avais pas vue depuis qu'il était petit. Ce mélange de surprise et de quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement, comme s'il me voyait comme une personne pour la première fois et pas seulement comme un parent. « Je veux la rencontrer », a-t-il dit. Je lui ai dit qu'il le ferait. Ce qui s'est passé ensuite ne s'est pas fait du jour au lendemain. Une véritable réconciliation ne se fait jamais du jour au lendemain, mais elle a eu lieu. Lucas a commencé à assembler les pièces du puzzle par lui-même. Il a parlé à Gérard et Martine, qui lui ont dit ce qu'ils avaient vu au mariage. Il a parlé à Michel, son ancien entraîneur de foot, qui a confirmé que je n'avais jamais manqué un seul match. Il a parlé à Madame Dubois, qui lui a lu le mot que je lui avais écrit 18 ans plus tôt, et apparemment il a dû se garer sur le côté sur le chemin du retour parce qu'il ne pouvait plus voir à travers ses larmes. Et il a parlé à Chloé. Je n'ai pas fait partie de cette conversation, mais Camille m'a appelé après. Elle m'a dit que Lucas avait confronté sa mère calmement, lui avait exposé tout ce qu'il avait appris et lui avait demandé de s'expliquer. La réponse de Chloé était un cas d'école. Elle a pleuré. Elle a esquivé. Elle a dit que je l'avais monté contre elle. Elle a dit que le classeur était de la propagande. Mais voici le truc avec la vérité. Quand elle est documentée et corroborée par une douzaine de personnes, le numéro de déni en larmes ne fonctionne plus. Chloé a tenté un dernier coup. Elle a appelé Lucas et lui a dit que s'il me choisissait plutôt qu'elle, elle ne lui adresserait plus jamais la parole. La même femme qu'il avait quittée quand il avait 9 ans menaçait de le quitter à nouveau. Et cette fois, Lucas n'a pas scié. « C'est ton choix, maman », lui a-t-il dit. Mais j'ai fini de faire semblant. Elle n'a pas rappelé. C'était il y a 8 mois. Chloé n'a pas donné signe de vie depuis. Elle est de retour sur la Côte d'Azur, et j'espère qu'elle trouvera la paix un jour. Pas parce qu'elle le mérite, mais parce que s'accrocher à l'amertume, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne tombe malade. Quant à moi et Lucas, nous reconstruisons. Lui et Camille sont venus dîner le mois dernier. Élise a préparé un bœuf bourguignon, et je suis presque sûr que c'est la raison pour laquelle Lucas l'appelle maintenant tous les dimanches. Ils ont passé toute la soirée sur la terrasse pendant que Lucas et moi étions assis dans ces chaises confortables et faisions ce que nous avons toujours fait de mieux, juste être ensemble silencieusement, comme nous le faisions quand il était petit. Et le monde entier n'était que nous deux. Il m'a demandé de refaire les photos de famille, juste nous cette fois, moi, lui, Camille et Élise. Nous les avons faites à l'atelier parce que Lucas a dit que c'est là que se trouvent ses vrais souvenirs. Le photographe a pris un cliché de nous debout devant un portail sur mesure que j'avais construit pour l'un des projets hôteliers. Nous tous en train de rire parce qu'Élise a trébuché sur le même câble de soudure sur lequel elle avait trébuché la première fois que je l'ai rencontrée. La photo est encadrée sur ma cheminée maintenant, juste à côté de l'ancien dessin au crayon de couleur de 3 bonshommes allumettes se tenant la main sous un grand soleil. Sauf que maintenant, il y a 4 silhouettes et que le soleil brille toujours. La semaine dernière, Lucas m'a appelé un mercredi après-midi au hasard. Pas de raison, pas d'occasion. Il a juste appelé pour parler. Nous avons parlé de rugby, de recettes de cuisine et de si son nouveau canapé était trop ferme. Et juste avant de raccrocher, il a dit quelque chose que j'attendais d'entendre depuis 26 ans. « Eh, papa. Je veux juste que tu saches. Je te vois. Je vois tout ce que tu as fait, et je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps. » Je lui ai dit qu'il n'avait pas à être désolé. Je lui ai dit que je l'aimais. Et puis j'ai raccroché le téléphone, je me suis assis sur ma terrasse, j'ai regardé le ciel du Beaujolais devenir or et rose au-dessus des chênes, et je me suis laissé ressentir. Pas la douleur, pas la colère, pas le chagrin, juste la chaleur silencieuse et bouleversante d'être connu par la personne qui compte le plus. J'ai 47 ans. J'ai une entreprise que j'ai bâtie de rien. Une femme qui trébuche sur les choses et même quand même, et un fils qui voit enfin la situation dans son ensemble. Mon ex-femme est une note de bas de page. Le mariage est un souvenir que je peux tenir sans tressaillir. Et ce SMS, celui qui disait « tu n'as même pas dit au revoir ». Je ne l'entends plus quand tout est silencieux. À la place, j'entends la dernière chose que Lucas a dite avant de raccrocher mercredi. À demain, papa. Et il a appelé. Commentaire, laisser le silence parler à notre place peut parfois nous coûter notre propre histoire.
votre valeur ne dépend jamais de la reconnaissance que les autres vous accordent. Apprendre à poser des limites saines est un acte de respect fondamental envers soi-même. La vraie bienveillance n'est pas de tout accepter, mais de savoir se protéger avec douceur. La guérison commence souvent le jour où l'on décide de reprendre la plume pour écrire sa propre vérité. Il n'est jamais question de vengeance, mais de clarté et de dignité retrouvée. Nous avons tous la responsabilité de construire une vie qui nous est propre, au-delà des rôles que nous jouons pour les autres. Choisir sa sérénité demande parfois du courage, mais c'est un chemin qui mène toujours vers la lumière. N'oubliez jamais que prendre soin de vous est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à ceux que vous aimez. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.